Première chose, encore une fois, il n'y a pas d'exagération de la part du GIEC. Ce qui se passe, c'est que, imaginons que vous soyez blessé, vous avez une forte blessure. Vous dites, bon, en fait, c'est pas si grave que ça, je vais attendre que les choses aillent bien, etc. Potentiellement, ça va se gangréner et on vous coupe la jambe. Qu'est-ce qui est préférable? Il est préférable d'anticiper les choses ou, au contraire, d'attendre. Et là, l'enjeu est vraiment de se dire, on a vraiment des risques énormes. Encore une fois, on le vit actuellement. Quand on est, par exemple, à 40 ou 42 degrés, mais dans 10 ans, ce sera bien plus. Et les conséquences vont être bien plus importantes. D'où d'ailleurs la nécessité aussi d'atténuer nos impacts. Non mais attendez, vous me prenez le pari avec certitude que dans 10 ans, ce sera pire? Ah oui, c'est évident. Ah non, mais ce que disent les responsables politiques, c'est non. Ça peut changer, il y a des cycles et ça peut bouger. Il y a un point qui est important. Lorsque, par exemple, on dit qu'on passe de 1,2... Là, on est à 1,2 degré. Lorsqu'on passe de 1,2 à 1,3... ça augmente de manière incrémentale au début, puis après c'est exponentiel. Si par exemple on passe de 1,6 à 1,7, puis de 1,7 à 1,8, c'est comme à la limite l'échelle Richter pour un tremblement de terre. Ouais. Les effets sont de plus en plus importants. Donc là-dessus, il faut l'anticiper plutôt que de commencer à faire l'autruche. Et en revanche, juste un dernier point que je voulais quand même préciser. En revanche, il y a un point qui est important, c'est pas... Il y a les individus, mais il y a aussi bien sûr les pouvoirs publics. Si vous mettez en place des solutions, que ça soit, par exemple, c'est en train de se passer avec Clément Beaune qui va taxer plus les billets d'avion et pour le mettre dans le rail, là effectivement, ça a un impact positif. Idem, par exemple, si on commence à favoriser la végétalisation plutôt que la bétonisation. Donc ça, c'est tellement de... Enfin, c'est quelques exemples. Là, ce qu'on voit aujourd'hui, qui est un peu une exception, ça va devenir notre norme, notre quotidien dans les étés à venir? Alors c'est même pire que ça, puisque je dirais même que la situation en 2022, je pense qu'en 2030, on dira c'est un été qui a été frais, dans le sens où ça va être de pire en pire. Pour une raison toute simple, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, on émet des gaz à effet de serre. Il y en a de plus en plus dans l'atmosphère, ce qui fait que ça réchauffe de plus en plus, évidemment, la Terre, et qu'il y a des effets exponentiels. C'est-à-dire qu'entre 1,2 degré en moyenne en plus et 1,3, c'est une certaine augmentation. Mais si, par exemple, on passe de 1,6 à plus 1,7 degré par rapport, en fait, aux aires pré-industrielles, l'effet est beaucoup plus important. Donc ça veut dire qu'il faut s'attendre à ce que ça soit beaucoup plus chaud et d'année en année. Et le seul moyen, alors effectivement, dans les 20 prochaines années, pour arrêter en fait ce réchauffement qui devient exponentiel, c'est quand même réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et il y a un autre point qu'il faut se rendre compte, c'est que d'un côté, on voit bien que d'un côté, on se dit, bah oui, mais si on réduit nos gaz à effet de serre, on réduit notre consommation, les véhicules. C'est-à-dire ne plus prendre l'avion, ne plus manger de viande, ne plus... Alors, le point est le suivant, c'est que derrière, c'est que déjà, il faut apprendre à réduire. Je veux dire qu'entre passer, par exemple, un avion, enfin, il y a des personnes qui utilisent des avions peut-être toutes les semaines, qui réduisent très fortement ça, parce qu'il y a beaucoup de Français qui ne prennent jamais l'avion. Idem, par exemple, pour les véhicules. Donc déjà, de fortement réduire ça avant de dire, bon, on interdit tout, ça c'est une première chose. Et puis, de l'autre côté, c'est qu'on se rend bien compte que lorsque les températures sont extrêmement élevées, lorsqu'il y a des inondations, et qu'on perd sa maison, qu'on perd son véhicule, etc., je veux dire que les situations est aussi catastrophique. Donc un peu, c'est aussi un peu le choix entre les deux, et je pense qu'il est préférable d'anticiper. On est vers Dimitri Carbonel, qui est expert en adaptation au changement climatique. Et vous avez écrit sur 2050, crash ou renaissance. Ça, c'est le problème. On se demande quels sont les bons gestes à avoir. On se dit, parce que si effectivement la journée il fait très chaud et qu'on ouvre le soir, on fait aussi rentrer l'air chaud. Donc là, on est à un point de bascule. On n'est pas loin du crash, là, pour reprendre un peu le titre de votre livre. Alors, je dirais, pas loin du crash. On va voir. Enfin, en tout cas, il y a déjà une chose qui est sûre, c'est que l'année dernière, en Europe, il y a eu 60 000 morts en plus liées directement à la canicule. Et pour rappel, il y en a environ 23 000 personnes qui sont décédées à cause de tout ce qui est les accidents routiers. Donc ça va que s'amplifier. Alors après la question de crash, je dirais non, parce que ça va être encore de pire en pire. Donc si demain c'est le crash et l'année prochaine sera le crash, sera encore crash pire. Plus crash plus. Exponentiel. Donc le point, c'est plutôt de se dire, quelles sont les solutions? Par exemple, on est chez soi, il y a un certain nombre de recommandations que l'on a. Si on se trouve dans une situation où ça devient juste intenable la nuit, il faut trouver un autre endroit pour dormir. Mais ça pose aussi des questions, même si on commence à être très nombreux. Je prends un exemple dans les grandes villes où on se trouve peut-être au 6e ou au 5e étage avec toute cette chaleur qui monte.
Exactement. qui est resté sur le bitume, sur le goudron. Et en plus, si par exemple vous avez le malheur d'habiter dans une rue qui a où il y a assez peu d'espace, donc il y a vraiment l'effet, un îlot de chaleur pour le coup qui a lieu. À ce moment-là, il faut évidemment, mais c'est pas toujours évident, trouver d'autres solutions, trouver d'autres endroits. Le problème, c'est que lorsque vous êtes une ou deux personnes, vous pouvez le faire ça avec des voisins ou pas des voisins, mais la famille. Mais lorsqu'on se retrouve avec, et c'est ça un des problèmes, lorsqu'on va se retrouver avec peut-être des milliers ou 10 000 personnes, imaginons à Bordeaux, à Toulouse, qui se disent c'est juste impossible de dormir chez moi. Comment fait-on? Donc ça signifie que, et ça ne peut pas se faire au niveau individuel, il faut que ça se fasse aussi au niveau de la collectivité, de la région, et aussi du préfet. Ouais, mais alors effectivement, là, c'est quand on passe en vigilance rouge, c'est le préfet qui peut avoir toute l'attitude. Enfin, le préfet, il ne va pas installer des clims partout. On ne va pas revégétaliser ou installer des parasols, des tentes, des auvents. Surtout pour la climatisation. Les stores. La climatisation, le problème, c'est que la plupart des climatiseurs, ils fonctionnent comment? Ils produisent évidemment de l'air frais à l'intérieur de chez soi, mais qu'est-ce qu'il fait? Il rejette de l'eau, de l'air chaud à l'extérieur, donc il fait encore plus chaud à l'extérieur. Et d'ailleurs, il y a un problème, c'est que les climatiseurs, la plupart ne fonctionnent qu'en conditions jusqu'à 40-45 degrés. Si dans votre logement il fait par exemple 40 degrés, il y a de fortes chances que votre clim il fonctionne pas longtemps, parce que il y a ce qu'on appelle des plages de fonctionnement. Donc ça signifie alors là, on ne peut pas le faire à court terme, mais c'est vrai qu'il y a des solutions comme, effectivement, on peut mettre... Alors c'est du basique au niveau individuel, ça peut être mettre des plantes sur son balcon ou d'autres choses, ça permet de rafraîchir, ça peut effectivement avoir des volets, ça peut être aussi mettre des linges mouillés, enfin il y a un certain nombre de petites solutions qui fonctionnent, qui permettent de réduire de quelques degrés. Ça soulage. C'est pas parce que je vais mettre 7 géraniums sur mon balcon que ça va atténuer la chaleur extérieure. Et le point, c'est que si effectivement on commence à dépasser, quand on dépasse par exemple les 42, 43 et que imaginons que durant la nuit il fasse 35 degrés, ça juste devient invivable. Ouais. Et donc là, c'est même plus une question d'individu. C'est une question même sur le plan, étatique, acteurs publics qui doivent réagir par rapport à ça. Vous avez expliqué tout à l'heure l'effet boomerang. Alors on a parlé notamment des incendies qui font rage au Canada et aux Canaries notamment. En tout cas, un été caniculaire et avec finalement les principaux producteurs de gaz à effet de serre qui voient un effet boomerang. Expliquez-nous. Oui, effectivement, quand on regarde par exemple le Canada, qui est le 4e producteur de pétrole dans le monde et qui est parmi les pays dans le G20 qui est par habitant le premier émetteur en fait gaz à effet de serre, on voit comment il subit effectivement ces impacts. Aux États-Unis aussi et la Chine aussi sont des pays qui subissent très fortement par les inondations, par aussi les sécheresses. Par exemple, en Chine, il y a un certain nombre d'usines qui ont dû arrêter de produire et qui d'ailleurs parfois utilisent du charbon par ailleurs, mais arrêter. Et donc, c'est d'ailleurs aussi des impacts, y compris pour nous, parce qu'ils envoient peut-être moins de semi-conducteurs ou moins de textiles ou moins de produits. C'est effectivement cet effet boomerang. Alors, pour l'instant, ce qui n'est pas encore le cas, c'est qu'il n'y a pas encore une prise de conscience dans ces pays-là véritablement de faire justement le lien qu'on vient de faire entre, d'un côté, réchauffement climatique, canicule et incendie, même si ça commence petit à petit à venir. Juste pour donner un petit exemple, dans le Montana, il y a un groupe, notamment, il y a des adolescents et des adultes qui ont réussi à faire changer une loi qui, en fait, interdisait à l'État de tenir compte des impacts du réchauffement climatique auprès des entreprises pétrolières, ce qui était un peu un non-sens. Mais en tout cas, donc, petit à petit, les choses changent. Ce que je suis en train de dire, c'est que, en fait, les États-Unis, le Canada et notamment aussi la Chine sont des pays qui ont peut-être 3-4 ans de retard par rapport à nous, notre vision. Après, derrière, il faut aussi mettre en place les choses. Dimitri Carbonel, l'adaptation, c'est aussi dans les mentalités, dans la prise de conscience des nouveaux risques? Oui, en particulier parce que ça a un impact, aussi un autre impact, on n'en parle pas tout le temps, mais même sur le plan économique. Typiquement, je pense qu'il y a de plus en plus de régions qui vont être délaissées, soit sur le plan touristique ou sur le plan typiquement de personnes qui ne vont pas y habiter. En termes d'adaptation, ça signifie quoi? Ça signifie aussi que ce soit les collectivités et les entreprises puissent se dire, tiens, potentiellement... Alors, là, on va prendre l'exemple de la canicule, la pénurie d'eau, je suis capable effectivement d'utiliser peut-être potentiellement moins d'eau ou voir qu'est-ce qui se passe si je n'ai plus d'eau, si je n'ai plus accès à tel type
tel type effectivement de biens. C'est autant d'adaptations qui sont possibles. Autre aussi adaptation, là c'est plus sur la partie canicule, c'est évidemment d'avoir des lieux notamment des lieux refuges, c'est de pouvoir avoir par exemple des végétalisations, par exemple du lierre sur ces murs, d'avoir aussi des toitures qui sont en blanc. Mais ça permet de réduire la température et parfois, évidemment, on n'a pas trop le choix d'utiliser des climatiseurs, en particulier, par exemple, dans des EHPAD, de réduire en tout cas son utilisation de climatiseurs. Donc ça, ce sont quelques exemples d'adaptation. Et puis après, il y a aussi d'autres adaptations sur le plan urbanistique. Alors d'ailleurs, c'est une des problématiques, notamment à Paris, où il y a notamment un certain nombre de bâtiments haussmanniens, de très beaux bâtiments. Et il y a une discussion qui est en cours entre Paris et ce qu'on appelle les ACMH, c'est les architectes en chef des monuments historiques, pour voir comment, justement, à la fois concilier la préservation du patrimoine d'un côté et aussi de l'autre côté. L'adaptation oui, c'est ça. À la nouvelle donne climatique, clairement.